on va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Et la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. Parce que, attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture dans les casseroles. Là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. Chers compatriotes, bonsoir. Vous êtes nombreux à suivre notre direct de ce soir. Voici les titres à l'ordre du jour. Inquiétude à Bukavu face à l'avancée significative des rebelles du M23. La population se prépare à l'assaut final de la ville. Les déplacements vers Burundi, plusieurs déplacements de la population vers la Tanzanie. Une rentrée timide à Goma malgré l'appel au retour lancé par les autorités du M23 et l'AFC. Inquiétude aux enseignants de Goma qui n'ont pas reçu leur salaire du mois de janvier dernier. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'ils seront payés par le gouvernement de Kinshasa ou soit par le gouvernement installé par Corneille Nangaa? En tout cas, les voix s'élèvent. Il faut que le gouvernement fixe l'opinion sur cette question. Goma est toujours sous les chocs après de nouvelles autorités qui se sont installées dans la ville, qui utilisent beaucoup plus les moyens, les méthodes inadaptées, inappropriées face aux populations civiles. On constate beaucoup d'exactions, beaucoup de violations des droits humains. Et Goma est toujours sous les chocs parce qu'on ne connaît pas réellement le nombre de morts dans la ville de Goma, qui serait estimé à 3000, les hôpitaux sont encore pleins. Nous avons vu tous comment, dans quelles conditions la Croix-Rouge est en train d'enterrer les victimes qui étaient entassées par-ci, par-là dans la ville. Donc les hauts commissaires des droits humains de l'ONU alertent sur les exactions multiples de la population qui est délaissée à la triste sort. Alors, les populations civiles qui sont prises au piège dans cette guerre, comme nous l'avons déjà dit, donc la population est la seule victime de cette guerre qui se vit à l'est de la République démocratique du Congo. Mais aussi, les hauts commissaires des droits de l'homme des Nations Unies craignent la prolifération des armes qui sont distribuées des deux côtés, que ce soit les gouvernements, que ce soit les Rwandais, que ce soit les rebelles du M23. Ici, on ne sait pas réellement qui contrôle quoi et vraiment, on craint un risque d'escalade de toute la sous-région qui serait en danger en rapport de jurisprudence de tout ce qui s'est passé dans certaines zones comme la Libye, comme le Sahel. Donc ici, on laisse craindre que la paix serait vraiment sine qua non dans cette partie de la région de l'Afrique centrale. La population civile, qui sont les déplacés de guerre, qui sont parfois obligés de retourner dans leur village dans des conditions qu'ils ne sont pas du tout. Ils sont forcés déjà, et ils n'ont pas de garantie de retour, de garantie de sécurité, mais aussi des garanties des moyens de survie, parce que cette population a parfois perdu tout le moyen. Ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur avoir, ils ont tout perdu. Certains ont même fait une année, 2 ans à Goma, sans avoir encore des nouvelles de leurs anciennes habitations. Alors ici, l'ONU, les hauts commissaires aux droits humains, appellent les parties au conflit de respecter les droits humains, de respecter les droits internationaux. Donc il faut aussi, ils recommandent à ce que le gouvernement puisse combattre la corruption au sein des institutions de la République, que le gouvernement puisse préserver les droits et libertés des populations, éviter les discours de la haine, parce que l'heure n'est pas à l'escalade, mais l'heure est plutôt à la désescalade. Nous avons des questions majeures à traiter en direct de ce live. En dehors de l'actualité politique et globale de la RDC, notre deuxième sujet concerne réellement quels sont les vrais enjeux de cette guerre. Parce que dans cette guerre, nous avons vu tous l'Afrique du Sud, aujourd'hui le 10 février, a fait des manœuvres militaires, vraiment des exercices militaires de grande envergure. D'ailleurs, la vidéo, je l'ai postée sur ma chaîne YouTube, le journal officiel expliqué. Vous trouverez les manœuvres militaires que l'Afrique du Sud a effectuées aujourd'hui en Afrique du Sud. Leur ministre de la Défense s'est exprimé aujourd'hui même à l'Assemblée nationale. Vraiment, chers compatriotes, il y a à craindre, raison pour laquelle je ferai des parties de cette émission. La deuxième partie, c'est là où je vais donner les vrais enjeux de cette guerre, mais aussi pourquoi l'Afrique du Sud est derrière la RDC, quels sont les dessous des cartes, pourquoi les Rwandais combattent la RDC, un tout petit pays qui est derrière les Rwandais. Mais aussi, nous avons suivi dernièrement Donald Trump qui est en foi avec l'Afrique du Sud, le président Ramaphosa et Donald Trump. Vraiment, le courant n'est pas split. Mais à cause de quoi? Raison pour laquelle je reviendrai pour donner le dessous des cartes. Parce que de l'autre côté, c'est tout ce que nous avons révélé dans les recherches que nous avons faites, dans les différentes sources d'information du monde, qui nous rassurent qu'il y a vraiment des enjeux majeurs dans cette guerre
ce n'est pas seulement les populations autochtones, comme le Rwanda l'a toujours dit, ce n'est pas seulement les richesses du Congo, mais il y a beaucoup d'enjeux à craindre. Et quand j'ai vu les manœuvres militaires que l'Afrique du Sud a effectuées aujourd'hui, parce que l'Afrique du Sud s'apprête à se déployer avec force dans la partie est de la RDC, je me dis, vraiment c'est une très bonne chose, mais il y a beaucoup de choses à craindre, parce qu'il y a un secret derrière les soutiens de l'Afrique du Sud que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas. Il faudrait que nous puissions être en mesure de vous présenter une émission complète qui va vous démontrer les raisons du soutien de l'Afrique du Sud. La RDC est partiellement affaiblie, je dis bien partiellement affaiblie, parce que nous sommes assiégés, nous perdons des populations civiles chaque jour, notre sous-sol, notre intégrité territoriale est violée, notre armée est en difficulté, notre diplomatie aussi est en difficulté. Nous avons vu partout dans le monde entier, nous avons créé à l'ONU, nous avons créé au Commissariat des droits de l'homme, nous avons créé dans la sous-région. Aucun pays n'a donné des sanctions concrètes contre le Rwanda. Donc jusqu'ici, il n'y a aucune sanction contre le Rwanda. Il n'y a que des condamnations, et puis c'est tout. Mais nous avons vu, lorsqu'il était question, lorsque la Russie avait envahi l'Ukraine, donc nous avons vu comment la communauté internationale a réagi avec des sanctions instantanées. Ce qui n'est pas le cas avec la République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas aussi le cas lorsque Israël viole l'intégrité territoriale de la Palestine. Chers compatriotes, chers téléspectateurs, nous commençons par notre premier sujet, celui qui est de vous expliquer d'abord l'actualité qui se vit en République démocratique du Congo. Nous avons tous suivi que le général John Tumba, qui est le chef des maisons militaires du chef de l'État, M. Tshisekedi, a été arrêté pour être interpellé, disons, je dirais interpellé, pour être entendu au niveau de la DEMIAP. Et après, les informations à notre disposition disposent que le général John Tumba a été relâché. Alors, les causes de son interpellation, pourquoi il a été interpellé, on nous informe qu'on soupçonne le général John Tumba et être en connivence avec l'ancien chef d'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo. Les deux auraient détourné une somme de plus de 432 millions de dollars américains qui était destinée à recruter des mercenaires étrangers pour venir combattre aux côtés de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons tous vu dans cette guerre, lorsque les mercenaires, comment ils ont quitté le territoire, comment ils ont fui. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez même dans les rangs des FARDC et dans les rangs des mercenaires, vous verrez que dans les rangs des mercenaires, il y a 0 mort. Je ne dis pas qu'ils devraient mourir lorsqu'ils viennent ici, mais ils sont des militaires. C'est-à-dire que ceux qui meurent, c'est-à-dire c'est ceux qui sont au front, qui prennent des risques pour défendre le pays. Vous allez comprendre quelque part que ces gens qui étaient payés 10 000 dollars n'ont pas pris les risques pour le travail pour lequel ils étaient engagés. Ils étaient engagés à quoi? Alors, la somme de 430 millions de dollars américains, c'est une somme qui a été disposée au général John Tumba, chef des maisons militaires du chef de l'État, ensemble avec le chef d'état-major qui vient de quitter les forces armées, celui qu'on a remplacé. J'oublie un peu son nom, si ça me revient, je ne manquerai pas à vous rappeler. Donc, on a disposé 430 millions à sa disposition pour recruter 2500 mercenaires étrangers. Ces mercenaires, le prix estimé de leur salaire, c'était 10 000 dollars. C'est ça qui était convenu. C'est ce qui a poussé M. Tshisekedi de décaisser en mode d'urgence une enveloppe globale de 430 millions de dollars américains pour recruter 2500 mercenaires pour venir défendre la ville de Goma. Alors, on a constaté que le général John Tumba n'a recruté que 250 mercenaires. Les 2250 autres, l'argent a disparu. En tout cas, c'est ce qui aurait fuité dans la maison militaire du chef de l'État. Alors, les raisons qui ont poussé les auditeurs de la DEMIAP de l'interpeller et l'interroger. Malheureusement, je dis malheureusement, il a été relâché, je crois, ce matin. Il a même participé à une opération que j'ai suivie sur les ondes de la RTNC. Chers compatriotes, je n'entrerai pas trop dans cette histoire, mais je vous donne juste les dessous des cartes. Mais c'est John Tumba, on dispose à son encontre l'argent, et l'argent disparaît. Il ne met pas cet argent dans le but précis sur lequel l'argent a été décaissé. On l'interpelle, on le libère. Comme d'habitude, nous savons tous comment les voleurs de la République sont traités avec M. Tshisekedi. Ils volent l'argent, on l'interpelle, on le libère. Ils volent l'argent, on l'interpelle, on le libère. Et au finish, l'argent disparaît, personne n'est coupable. Vous comprenez ce qui se passe ici? Vous allez me dire, non, tu es trop ennemi. Non, je suis seulement sincère dans mes analyses. Je vous dis que simplement, on les libère. Pourquoi? Parce que c'est le chef de l'État qui est au centre de tous ces détournements. Ce n'est pas John Tumba.
Ce n'est pas la République, ce n'est pas ses complices. Parce qu'il y a un adage qui dit, un principe qui dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que des mauvais chefs. C'est quoi le rôle d'un chef? John Toumba est chef de maison militaire. Est-ce que son rôle, c'est de disposer de l'argent et d'aller recruter les mercenaires? Regardez d'abord quelques incohérences. Les mercenaires, déjà, on lui propose un salaire de 10 000 $, même si, dans la réalité, je ne sais pas combien il a reçu. Mais les militaires congolais, lui, selon certaines informations, on leur paye 75 $. Pour les autres, ils ont soit 90 $. Pour les uns, ils ont 80 $, et ainsi de suite. Donc, le militaire congolais, au minimum, il a moins de 200 $. Ce qu'on peut dire au maximum, moins de 200 $. Donc, la vie d'un militaire congolais, c'est comme ça qu'elle est sacrifiée par nos autorités, par M. Félix Tshisekedi. C'est lui qui a géré que notre armée est en train de monter en puissance. C'est lui qui a dit que le budget de notre armée, qui était de 300 et quelques millions, a augmenté de plus de 1 milliard par année. Chers compatriotes, nous sommes en guerre. Lorsque nous sommes en guerre, nous devons montrer les signes de la discipline que nous sommes en guerre. Le premier principe de l'armée, c'est la discipline. On dit très bien que la discipline est la mère des armées. Donc, lorsque vous êtes militaire et que vous n'êtes pas discipliné, vraiment, vous n'avez même pas de place dans les forces armées. Parce que c'est ça qui devait être les principes de base qui dirigent toutes les armées du monde. Mais la première chose qu'on va entendre, des scandales financiers au sein de l'armée même. Nous avons tous suivi, même si votre gouvernement ne vous a pas informé de manière officielle, au canal de son porte-parole, puisque lui, il est là pour défendre l'idiotie, pour défendre la médiocrité. Mais nous, nous ne sommes pas là pour défendre la médiocrité. Nous sommes là pour appliquer ce qui est l'article 22, l'article 23 et l'article 24 de la Constitution, qui nous donne les prérogatives, nous, le peuple congolais, de s'informer par tous les moyens, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la RTNC. La RTNC a l'obligation de nous donner un espace pour donner notre parole, pour informer notre population, pour mobiliser les citoyens à la conscience nationale. Mais aussi, l'État n'a pas pour devoir de se mixer dans le travail des professionnels des médias, qui aujourd'hui sont interdits de traiter des sujets de cette guerre avec toute indépendance. Aucun pays au monde, allez vous renseigner même en Angola. Angola a fait 27 ans de guerre, mais vous allez écouter zéro scandale financier. Pendant 27 ans, je dis bien zéro scandale financier. Vous n'allez pas comprendre par quel mécanisme les chefs militaires, les chefs de la maison militaire du chef de l'État, il va recevoir 430 millions de gré au gré. On lui donne ça dans les mains comme ça. Et puis ça sort dans une procédure d'urgence. La procédure d'urgence, c'est cette procédure que Tshisekedi utilise beaucoup pour détourner l'argent. Voilà pourquoi vous voyez qu'on l'interpelle, mais on le libère. On le libère pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui a détourné l'argent, c'est Tshisekedi lui-même. Tout ce qu'ils ont mis comme projet, c'est juste une mascarade. C'est juste une mode, une façon juste... Pour décaisser cet argent, il faut présenter d'abord un projet. Et ces projets-là, vous n'allez même pas l'exécuter. C'est ça les plans de M. Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'ils ont décaissé 324 millions pour l'organisation de la francophonie. Or, l'enveloppe globale de l'organisation de la francophonie, c'était 75 millions $. C'est ce que M. Isidore Kouanja nous a dit. Mais jusque-là, toute la différence, les 250 millions, on ne nous a jamais dit ça servait à quoi. On n'a jamais interpellé quelqu'un, ni le Parlement, ni la Cour des comptes, ni l'IGF, ni la justice. Personne n'est coupable, mais 250 millions ont disparu. Donc, je ne vais pas m'atteler sur ce point-là, mais je vous montre seulement comment Félix Tshisekedi est en train de dilapider l'argent du trésor public. Pour lui, l'argent, c'est comme la braise, en fait. Vous mettez ça au feu et puis ça brûle. Quelqu'un qui a voulu aller célébrer l'anniversaire de son frère en Afrique du Sud. Ce jour-là, où Goma était déjà encerclé. Heureusement, je dis heureusement, il n'est pas parti. Aujourd'hui, on me signale que ça fait déjà 21 jours que M. Félix Tshisekedi n'a pas voyagé. Donc, merci beaucoup puisque la République va économiser quelques millions de dollars de ce que tu utilises lors de tes voyages. Alors, l'avancée du M23, il y a beaucoup d'inquiétudes à Bukavu, des populations civiles qui sont en train de se préparer à l'assaut de la ville. Parce que le problème ici, c'est quoi? À chaque fois, nous on alerte, on vient toujours nous contredire avec des fake news. Moi, je l'ai toujours dit, et je répéterai, on ne dirige pas un pays par des communiqués. Un gouvernement agit. Vous n'avez pas le devoir de venir suivre ce que nous disons et venir répondre par des points de presse, par des communiqués, par des briefings. Non. Votre rôle, c'est d'agir. Vous n'avez même pas le temps de venir se plaindre. Allez agir. J'ai vu aujourd'hui le ministre de la Défense, il est à Goma. Mes chers compatriotes, j'ai beaucoup de regrets de voir un ministre de la Défense d'un pays en guerre. Quand vous le voyez, comme il est infirmier de formation, donc quand vous le voyez, ce qui est différent, c'est seulement la tenue qu'il a portée. Mais sinon,
ce qu'il faut faire. Quand vous lui donnez le tenue d'infirmier, donc vous voyez vraiment que c'est le corps médical qui vient voir les militaires. Il n'a pas le sens de défendre le pays. Pour défendre le pays, il faut mettre des gens qui sont comme des attaquants. Ce sont des gens de pointe. Regardez dans tous les pays. Ce sont des postes stratégiques. Ministre de Défense, ministre de l'Intérieur. Ce ne sont pas n'importe quelle personne. Mais regardez les nôtres. Je dirais ici, même s'il faut reprocher quelque chose à M. Chabani Logo, mais je crois qu'il mérite un peu mieux par rapport au ministre de la Défense. Quand vous voyez le ministre de la Défense, il n'incarne pas la défense de notre pays. Quand vous les regardez réellement, sa place, ce n'est pas là-bas. C'est lui qui a plagié le discours de Winston Churchill. Nous ferons la guerre sur les eaux, sur la mer. Peuple congolais. Donc pour comprendre que ce monsieur, avec son plagiat, quand il dit il va faire la guerre par la mer, est-ce que quand vous regardez Goma, il y a une mer là-bas pour faire la guerre? Vous comprenez? Donc quelqu'un qui est intelligent, même s'il va faire un plagiat, mais il va tenir compte de certains détails très précis. Il n'a même pas eu le temps de réviser ce discours, de comprendre d'abord ce discours. Parce que Churchill, quand il dit nous allons faire la guerre par la mer, il a regardé l'Angleterre, parce que lui, c'est l'ancien Premier ministre anglais, que les Alliés, ils vont débarquer en Normandie, en France. Normandie, c'est au nord de la France, donc quand ils vont débarquer là-bas, c'est par la mer, c'est là où ils commencent la guerre. C'est pour cela qu'il dit nous allons faire la guerre par la mer. Par les airs aussi. Mais nous faisons la guerre où? Le ministre de la Défense, déjà, il ne donne pas un bon présage. Comme je l'ai dit, la population qui est déjà avec beaucoup d'inquiétude, qui commence à se déplacer par-ci par-là, prendre des dispositions, vraiment il y a une grande peur. On ne sent pas que le pays est défendu. On ne sent pas que les autorités ont tiré les erreurs du passé. Beaucoup de militaires se placent à Goma, qui sont arrêtés, qui sont transférés par les rebelles dans les camps d'entraînement pour les former et devenir rebelles, pour venir encore attaquer la République. Donc ici, la République est en train de fournir des munitions aux rebelles. On leur fournit les matériels qui ont été captés, disons, même s'ils n'ont plus des armes, donc on leur fournit au moins les ressources humaines. Et demain, nous allons encore nous plaindre que le M23, c'est le Rwanda qui nous attaque. Mais maintenant, ce sont nos frères qu'on a capturés. Plus de 2000, j'ai dit ici, plus de 2000. Vous avez vu les mercenaires romains qui sont partis. Ils étaient plus de 200, 280 quelques, comme ça. Et ils sont partis. Comme je l'ai dit, et comme ils savaient déjà que non, nous, on ne va pas laisser notre vie ici, ils ont fui rapidement. Et nos frères, et ils se sont sacrifiés jusqu'au dernier sacrifice. Nombreux parmi eux, aujourd'hui, j'ai suivi la vidéo. Ababa Kendi, ils se sont filmés, ils ont envoyé la vidéo par Internet. Bazoïd Sabi ont partagé la vidéo, Ils regrettent vraiment. Ils disent très bien qu'ils regrettent de la trahison de Tshilombo. Pour eux, ils sont des militaires, ils sont au front. Ils parlent de la trahison de Félix. Sur quel plan? Nous aussi, on ne comprend pas sur quel plan. Et les militaires qui sont au front sont au courant d'une quelconque trahison de Félix Tshisekedi. C'est déjà démoralisant, même pour les autres militaires qui restent. C'est pour cela qu'on voit que les militaires, vous avez perdu Goma. Mais comment les militaires qui ont perdu Goma ont pu laisser encore un laisser-aller aux rebelles pour venir jusqu'à Bukavu? Maintenant, les rebelles, soit ils sont déjà à Bukavu par les services, soit ils sont encore à la porte de Bukavu. La population craint. J'ai suivi même un reportage de l'agence France Presse. Un citoyen de Bukavu lui dit, on voit une présence de beaucoup de militaires dans la ville, mais on ne sait plus différencier qui est congolais, qui ne l'est pas. Donc on regarde seulement. Et Goma, avant que Goma tombe, c'était seulement comme ça. Ils viennent, ils vous infiltrent, ils ont déjà les plans, ils savent où ils vont bombarder exactement, et la ville va tomber. Parce que les FARDC étant congolais, ils vont regarder, mais comment on va supporter se battre ici en pleine ville, et voir nos frères, nos sœurs mourir. Ils vont encore dire repli stratégique, ils vont céder Bukavu. Vous savez déjà, ça vraiment, moi je crains. Il n'y a eu aucune rébellion en RDC où des villes comme Goma et Bukavu sont tombées et les rebelles là ne sont pas arrivés en Kinshasa. Ça vraiment, mettez ça en tête. Si Goma seulement, si les miliciens restent à Goma, on peut comprendre, même dans la négociation, nous avons une partie des arguments et des forces à défendre, rien que Goma et les autres localités. Mais si déjà nous perdons Goma par la bataille et que nous allons encore perdre Bukavu par la bataille, alors l'ennemi va se dire le chemin est ouvert. Il ne voit plus où est-ce qu'il va trouver, de la confrontation, où est-ce qu'il va être confronté à une force. On sent vraiment un vide. C'est pour cela que je reviendrai dans le deuxième numéro pour vous expliquer qu'est-ce qui prouve ce vide-là. Ce n'est pas Félix Tshisekedi seulement qui est coupable de cette histoire. Donc je reviendrai dans la deuxième partie. Comme je dis, les inquiétudes aussi des enseignants qui ont levé leur voix pour dire qu'ils n'ont pas reçu les salaires des janvier. Les enseignants à Goma, donc je précise très bien les enseignants à Goma. Rappelez-vous que les autorités locales les ont appelés à retourner à l'école pour enseigner, mais malheureusement, aujourd'hui nous sommes les 10, donc nous allons passer le 11 demain.
Mais ils n'ont pas encore reçu les salaires de janvier. Maintenant, ils se posent des questions. C'est eux-mêmes qui ont posé des questions. Est-ce qu'ils seront payés par le gouvernement de Kinshasa ou soit le gouvernement de Nanga? Déjà, ça, c'est une question que moi, je ne peux pas répondre. Mais, tenant compte du dernier briefing que j'ai suivi de ministre Mouyaya avec le ministre de la Santé, cette question a été posée à Kinshasa pendant ce briefing. Mais Mouyaya et son collègue, ils ont confirmé face à la presse que le gouvernement de Kinshasa va prendre ses responsabilités. Il ne va pas abandonner sa population qui souffre déjà. Parce que la population souffre de cette histoire. Le salaire de quelqu'un, c'est l'argent qui fait du trésor public. Le salaire de quelqu'un, vous ne pouvez pas le priver de son salaire. Ça, c'est un principe de base. Parce que le salaire, c'est ça qui lui permet de lier le début du mois, quand vous lui privez ça. Donc, vous faites la même chose que ce que Nanga a fait. Nanga, avant d'entrer à Goma, il a encerclé Goma. Il a coupé toutes les routes d'entrée-sortie. Pas d'entrée, pas de sortie. Il a commencé d'abord à étouffer les populations civiles qui étaient là. C'est ce que vous faites. Quand vous ne payez pas les salaires des fonctionnaires, donc vous êtes en train de les étouffer, vous les affaiblissez, afin qu'ils vont rejoindre maintenant officiellement les rangs des rebelles. Parce qu'ici, il faut comprendre que nous sommes face à l'ennemi. Il faut jouer à la sagesse, il faut jouer à l'intelligence. Comme diriger, c'est prévoir. En tout cas, je prévois. Mais j'ai vu aussi avec beaucoup de regrets, non militaires, je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient déjà logés. Je ne sais pas les conditions de Goma. J'ai une vidéo avec moi. Quand je vais poster cette vidéo sur ma chaîne YouTube, je vais superposer la vidéo. Vous allez voir les femmes des militaires qui sont chassées. On nous informe de la vidéo que ces femmes, pendant la guerre, ils ont fui dans les écoles, dans les camps, dans les hôpitaux. Mais maintenant, l'école a repris. On les a chassés dehors. Donc, ils sont dehors. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils étaient dans un camp militaire? Ils ont fui les camps militaires. Je n'ai pas trop de détails par rapport à ça. Vous savez que nous ne sommes pas à Goma pendant que nous faisons cette émission. Donc, ce sont des informations que j'ai recueillies sur France 24 et RFI. Et des images aussi existent si vous entrez sur ma chaîne. Alors, un autre sujet, Goma toujours, comme je l'ai dit, Goma est sous le choc. Après les morts, on nous a dit c'est 3000, mais ce n'est pas réellement 3000 parce que le chiffre réel de ces drames, de ces massacres, de ces carnages de Goma, ça risque d'être alourdi. Ce que moi je sens, ça risque vraiment d'être au-delà de tout ce que nous avons entendu. Parce que j'estime que le pire reste même à venir si la situation n'arrive pas à faire une escalade. Où on sent déjà que Goma, pour eux, Goma a déjà conquis, ils ont l'assurance maintenant que le gouvernement de Kinshasa ne peut rien faire pour Goma, sauf une négociation. Mais maintenant, ce que moi je crains, quelque part les rebelles, ils utilisent des méthodes où ils vous disent non, cessez les faits, mais ils les avancent. Ils vous disent non, nous n'avons pas envie de prendre Bukavu, mais ils sont à portée de Bukavu. Attention, vraiment l'État nous continue d'alerter, prenez vos responsabilités. S'il faut vous battre, il faut vous battre parce que c'est votre devoir de défendre la patrie. Mais battez-vous en dehors de Bukavu. Faites en sorte que les rebelles n'arrivent pas à Bukavu. Montrez-nous que vous êtes des hommes. Et l'État, Kinshasa, prenez vos responsabilités. Les salaires des militaires, je ne comprends pas. Mais tous les militaires ont leur salaire, ont leur compte bancaire. Il faut virer l'argent dans leur propre compte. Comment aujourd'hui j'ai suivi encore un autre militaire à Béni-Louis, il a détourné plus de 86 millions de dollars américains. Il serait arrêté selon ce que j'ai entendu. Mais c'est incroyable. Comment on peut prendre 86 millions, on donne ça dans les mains d'une personne. Déjà 86 millions doit être en banque. Le rôle de celui qui est chargé des opérations, son rôle c'est d'éclater cet argent dans les comptes bancaires de tous les militaires. C'est ça seulement son rôle. Lui, il va travailler avec le directeur des banques, il va faire des répartitions, tel montant à tel endroit, tel montant à tel compte, tel montant à tel compte. Pourquoi vous ne voulez pas faire la transparence? C'est ça qui favorise même que l'argent de l'État puisse être dilapidé comme ça, comme des braises, je dirais ici. Donc, il n'y a aucune volonté manifeste des dirigeants du Congo de changer ce pays. Ils ont chanté à l'opposition pendant 37 ans, ils arrivent au pouvoir. Ils font pire que ceux qui n'ont jamais chanté à l'opposition. Vraiment, nous sommes très désolés. Nous n'allons pas nous laisser abattre par vos méthodes. Nous allons continuer notre combat. Nous allons alerter, nous allons dénoncer. Nous allons aussi donner des orientations. C'est pour cela ici, je dis très bien, pour ce qui concerne les militaires, que ce soit les fonctionnaires, qui que ce soit, l'argent de l'État ne peut pas circuler de main à main. L'argent de l'État doit être logé en banque. Sont liés à Dieu, c'est la banque centrale. Quand ça quitte la banque centrale, ça part dans un compte d'opération d'une entité de l'État. Il faut que l'argent reste toujours en banque. Et c'est lui qui est chargé des opérations. C'est en banque qu'il va travailler pour éclater l'argent dans les comptes des soldats, dans les comptes de... Que ce soit les frais de fonctionnement, tout doit être dans des comptes bancaires. Pourquoi vous êtes obligé de toucher 86 millions comme ça et vous donnez ça à une seule personne? Donc ici, on comprend déjà que c'est qu'on nous a toujours dit que tout l'argent qui est décaissé pour aller à l'Est, donc ça reste à Kinshasa. On décaisse 430 millions, 400 millions restent à Kinshasa et 30 millions va à l'Est. Voilà les résultats qu'on a maintenant.
On viendra toujours pleurer, nous sommes infiltrés, nous sommes infiltrés. Mais vérifiez les gens qui ont volé l'argent. Ce sont des Congolais ou bien ce sont des Rwandais? Si ce sont des Rwandais, d'accord, nous sommes infiltrés. Chassez-les de notre armée. Non, il ne faut pas les chasser parce qu'il a commis des abus. Il faut l'arrêter, mettez-les en prison. Exécutez-les puisque vous avez déjà fait les moratoires sur la peine de mort. Alors, si ce sont des Congolais qui ont commis ça, vous allez quand même servir d'exemple pour que ceux qui restent puissent avoir peur de détourner l'argent. Parce que l'argent, il est détourné à outrance chaque jour dans ce gouvernement. On détourne l'argent chaque jour. On ne peut pas imaginer un pays qui est en guerre, un militaire qui est au front. On m'a dit, on m'a informé officiellement, l'État débloque, il débloque 20 $ pour lui donner comme prime de risque. Même si 20 $ c'est peu, déjà ces 20 $, on informe que ça n'arrive pas dans les mains des militaires. Combien qui arrive, c'est 11 $. Donc on coupe 9 $, on lui donne 11 $. On risque même de voir la réalité que même les 11 $ là, donc on nous dira encore les taux, ce n'est pas les taux du marché. Voilà beaucoup de choses, la cacophonie qui est institutionnalisée, la corruption, la mafia, qui est aujourd'hui à cheval sous l'impulsion de M. Félix Tshisekedi. Il ne peut rien faire de cette corruption parce que c'est lui-même la première personne qui est corrompue ici. Les chefs, il est impliqué dans tous les dossiers sombres de la République. Là où vous allez seulement entendre, non, 10 millions disparus, le chef est dedans. Vous n'allez pas connaître comment le chef est dedans. Parce que là, c'est un cercle vicieux. Les acteurs qui sont en train d'opérer là-bas, ce sont des gens qui ne sont même pas habilités d'aller prendre l'argent en banque comme ça et garder ça dans ses mains pour en faire je ne sais quoi. Vraiment. On ne sait pas qui fait quoi dans ce pays. Tout le monde détourne l'argent. Donc, il y a un risque à Goma. Beaucoup de risques, comme je l'ai dit. Dans cette guerre de l'Est, il faut que l'État prenne en charge les responsabilités qui sont les siennes. Comme j'ai dit, les populations civiles qui sont prises au piège dans cette guerre. À Kinshasa, tout la qu'est-ce qu'ils vont 1 million de personnes. Donc cette armée, ils sont maintenant capables, pour moi, je me dis, s'ils vont utiliser la force, ils sont capables de recruter même 100 à 200 000 hommes à Goma pour créer une très grande rébellion. Ce que l'on appelle aujourd'hui la révolution. Attention, vraiment. Et non seulement ils ont des ressources, ils peuvent avoir des ressources humaines, ils ont maintenant accès à toutes les richesses qu'il y a dans cette partie. Donc nous avons les coltans, de l'or, mais aussi ils veulent mettre la main sur l'or qu'il y a à Walungu, à Kalehe, dans toutes ces zones-là. Mais aussi ils veulent mettre la main sur l'or qu'il y a à Walungu, à Kalehe, dans toutes ces zones-là. Sur l'or qu'il y a à Walungu, à Kalehe, dans toutes ces zones-là. Sur l'or qu'il y a à Walungu, à Kalehe, dans toutes ces zones-là. Ou même Vitameri, qui est originaire de ce côté-là, il a alerté à l'Assemblée nationale. Il a alerté à l'Assemblée nationale. Même Fatila qui a visé après avoir commis beaucoup d'erreurs. Pour l'instant, lui, il peut dormir d'abord, même s'il n'est pas en paix, mais il peut dormir à Kinshasa. Mais nos frères à l'Est ne dorment pas. Ceux qui sont à Bukavu ne dorment pas, même si les militaires du 1-23 ne sont pas encore là. Parce qu'il y a une crainte. On sent vraiment comme s'il y a une faiblesse. Mais ce n'est pas vraiment une faiblesse. Je vois que nos militaires sont partis pris dans tout ce qui se passe à l'Est. Parce que déjà, on nous a informé que la ville de Goma a été abandonnée par tous les officiers qui ont fui vers Bukavu. Maintenant, vous avez fui à Bukavu. Ceux qui étaient à Goma et ceux qui étaient à Bukavu. Donc, rassemblez-vous, mettez toute votre intelligence ensemble pour vous combattre. Donc, si vous n'allez pas combattre ici, on comprend réellement que vous êtes des traîtres. Alors, il faut envoyer notre bataillon pour tuer. Il est des traîtres. Battre. Donc, si vous n'allez pas combattre ici, on comprend réellement que vous êtes des traîtres. Alors, il faut envoyer notre bataillon pour tuer. Il est des traîtres. Réellement que vous êtes des traîtres. Alors, il faut envoyer notre bataillon pour tuer. Il est des traîtres. Les ennemis. Vraiment, ici, vraiment, le complot, il est trop grand. C'est pour cela que je donnerai toutes les proliférations des armes. Dans où il y a les membres du gouvernement qui sont corrompus. Vraiment, on craint que les armes puissent circuler librement, de manière atroce. On ne sait pas qui va commencer à faire la loi dans n'importe quel coin. Qu'il est librement, de manière atroce. On ne sait pas qui va commencer à faire la loi dans n'importe quel coin. Il y aura vraiment d'autres règles. Voilà. On nous signale 400 000 personnes déplacées. Ces 400 000 personnes déplacées s'ajoutent encore à plusieurs millions de personnes qui étaient déplacées. Ces 400 000 personnes déplacées s'ajoutent encore à plusieurs millions de personnes qui étaient déplacées. Ces 400 000 personnes déplacées s'ajoutent encore à plusieurs millions de personnes qui étaient pour la solution. Mais à Goma, on nous signale que les rebelles ont été obligés de réunir. Les conditions matérielles de vie ne sont pas réunies. Certains ont perdu leur maison, ils ont perdu tous leurs champs, ils ont tout perdu. Donc ici, nous sommes en train de regarder et que l'appel a été lancé par le Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies pour que le parti au conflit puisse préserver les droits humains, mais aussi respecter les droits internationaux. Parce que
On a vu à Goma, les hôpitaux ont été bombardés, les cas de déplacés ont été bombardés. Il y a même l'ONU qui a été bombardé. On a vu, il y a des images, les chars de l'ONU qui a été bombardé. La force onusienne, vous imaginez? L'Organisation des Nations Unies, on bombarde. Qui bombarde? Le Rwanda et le M23. Alors, si déjà le Rwanda est capable de bombarder la MONUSCO, pensez-vous qu'il va respecter les Congolais? Pensez-vous qu'il va respecter les FARDC? Donc ici, vraiment, je regrette beaucoup de tout ce qui se passe dans ces parties-là. Vraiment, je regrette beaucoup de tout ce qui se passe dans ces parties-là. Je regrette beaucoup de tout ce qui se passe dans ces parties-là. Il faut aussi combattre, même en temps de guerre, ils doivent continuer à voler. D'ailleurs, pendant ce temps, que le pays doit se défendre, et ils profitent de ce temps pour s'enrichir. Nous avons comme vision de défendre le pays, et ils ont comme vision de s'enrichir. Donc, comme on dit toujours que qui habille, même en temps de guerre, ils doivent continuer à voler. D'ailleurs, pendant ce temps, que le pays doit se défendre, et ils profitent de ce temps pour s'enrichir. Nous avons comme vision de défendre le pays, et ils ont comme vision de s'enrichir. Donc, comme on dit toujours que qui a Bible. Pourquoi? Parce que Félix Tshisekedi a recruté autour de lui des voleurs, des amis, des camarades. Donc, des gens comme ça, qui n'ont pas comme des camarades. Donc, des gens comme ça, qui n'ont pas comme vision de servir le Congo. Parce que quand vous, en 2025, vous pouvez aussi aller lire. J'ai vu que le gouvernement de Bernard Bissou-Minouan, c'est le premier gouvernement depuis que le Congo existe, où aujourd'hui les membres du gouvernement ont plus de 200 000 de revenus par mois. Donc, avantages et tout, prime, tout, ils ont pas moins de 200 000 $. Comment on va maintenant faire un effort de guerre? On demande à la population de faire l'effort de guerre. Cette population qui va faire l'effort de guerre, vous lui payez combien? Combien vous payez les fonctionnaires? Combien vous payez les chômeurs? Vous n'avez même pas donné du travail aux Congolais. Ils vont faire l'effort de guerre comment? Et voilà. C'est pourquoi j'avais dit dans mon émission passée, comme vous cherchez, quand vous faites des recrutements dans l'armée, mais faites la même chose quand vous partagez les postes au gouvernement. Vous tenez compte des points politiques, vous tenez compte des quotas. Maintenant, Kabou, il faut recommander, non? Parce que tu as dit que pouvoir Nabiso Oyo, ce que vous menacé, ça va combattant, va défendre le pouvoir. Mais donnez-leur les armes. Parce que la guerre, elle est à l'Est, et n'est pas à Kinshasa. Contrairement à toi, on a vu, toi, tu distribues les armes à Kinshasa, et quand il est là, tout le monde a souhaité. Mais Moutouane a aussi cité très bien que c'est le secrétaire général de l'IDPS qui lui a donné la tenue et le grade de sous-lieutenant. Or, à l'Est, on a besoin de l'IDPS et les forces du progrès. Voilà pourquoi aujourd'hui, forces du progrès, silence total. Pourquoi ils sont en silence? Parce que c'est une force qui est nuisible, rien que pour déranger la population. Rien que pour traquer les opposants. On a vu comment ils ont fait Franck Dion. On a vu comment ils ont fait à Mme Olive Lem. Ils sont ingrats même aux gens qui leur ont servi le pouvoir sur un plateau d'argent. Et comment ils vont respecter le peuple congolais. Donc prenez cette force du progrès, allez les mettre à l'Est. Goma a besoin d'être récupéré, Bunagana a besoin d'être récupéré, mais l'autre là, Bukavu a besoin d'être défendu. Alors, les droits et libertés. Puisqu'on a suivi dernièrement, comme je l'ai dit déjà dans cette émission, que les professionnels des médias, les journalistes, ils sont interdits d'exercer leur fonction en vertu de la loi. La loi leur donne la liberté d'expression, la liberté de nous informer sur tous les canaux, de traiter toutes les matières du pays avec impartialité. Ils n'ont pas le devoir de soutenir le chef de l'État. Ça, ce n'est pas le droit des opposants. Je l'ai toujours dit et je le répéterai. Un opposant n'a pas comme devoir de soutenir M. Félix Tshisekedi. Même le pays est en guerre. Un opposant reste un opposant. Demandez à un opposant plutôt de soutenir la patrie. Quand un opposant soutient la patrie, c'est à lui de prendre conscience et de savoir quel rôle il va jouer, quel soutien qu'il va apporter à la nation. S'il décide de s'enrôler à l'armée, il peut s'enrôler. S'il décide de donner des moyens, il peut donner des moyens. S'il décide d'accompagner l'État, de leur donner son expertise, il peut. C'est à vous de voir si ça vous va ou pas. Donc ici, on rentre encore dans ce qu'on a reproché dans les gouvernements passés, le culte des personnalités. Tout le monde qui entend, tout le monde derrière le chef de l'État, derrière quelqu'un qui a échoué, derrière quelqu'un qui est incapable de porter la tenue militaire. En temps de guerre, il doit quand même montrer notre visage. Le discours qu'il avait fait l'autre jour là, si c'était moi, ça devrait être en tenue militaire. Mais ce jour-là, on a senti un peuple, un chef très affaibli. Voilà l'image qu'il est en train de donner à l'échiquier mondial. Les droits et libertés, comme on a bloqué Facebook, on a bloqué TikTok plutôt, on a bloqué X, les comptes Twitter. J'ai suivi qu'aujourd'hui, certains comptes fonctionnent sans VPN. Donc, si vous avez ouvert ça, je suis d'accord, mais vous n'avez aucun droit constitutionnel. Je dis bien un droit constitutionnel. C'est-à-dire que la Constitution ne vous permet pas de contrôler ce que les citoyens doivent dire sur les réseaux sociaux, ce qu'ils doivent dire sur les médias. Ça ne vous concerne pas. Parce que c'est la liberté d'expression. C'est ça, la démocratie auquel votre parti s'est bâti pendant 37 ans. Votre parti, d'ailleurs, s'appelle INU, la démocratie
progrès social. Mais où est la démocratie? La démocratie a comme fondement l'état de droit. L'état de droit a comme fondement le respect des textes. Lorsqu'il y a un État où il n'y a pas la démocratie, il n'y aura pas la liberté. Dans un pays où il y a la démocratie, obligatoirement, il y a la liberté d'expression. Donc il n'y a pas de liberté d'expression, c'est que la démocratie n'existe pas. C'est pour cela que j'ai demandé, c'est quoi la signification de RDC? République, c'est quoi? Démocratique, c'est quoi? C'est ça qui doit être le devoir entre les citoyens. Allez faire des recherches pour savoir c'est quoi la République. Vous allez comprendre comment fonctionne une République. Une République ne peut pas fonctionner sous les décisions d'une seule personne. Il reste citoyen de l'Union africaine, il a dit, mais attends, il y a les poisons rwandais, il y a beaucoup de mauvaises informations, il faut bloquer, il faut. Non, non, ça n'existe pas. Et je vous dirais ici que si vous dites, il y a des mauvaises informations qui circulent, ce que vous appelez les poisons rwandais, moi je vous dirais aussi, il y a aussi les poisons congolais. Les poisons congolais qui nous a toujours nourris chaque jour. D'ailleurs, les poisons congolais, lui, il nous nourrit chaque jour officiellement. Fait que c'est qui donne des mauvaises promesses. Mais aussi son ministre de communication qui vient nous tromper chaque jour. Nous avons vu comment à Kananga il était humilié face au gouverneur de la ville de province de Kananga. Pourquoi? Parce que le gouverneur est fatigué de vos mensonges. Il voulait dire la vérité à la population, il voulait dire la vérité au chef de l'État. Si vous l'avez trompé avec ses conseillers, ses ministres, vous les trompez à tout moment, il faudrait maintenant qu'il sache la vérité. Il est confronté au peuple de Kananga. Il faut qu'on lui dise la vérité. Maintenant, depuis qu'on lui a dit ces vérités-là, qu'est-ce qui a changé à Kananga? Rien du tout. Pourquoi même? Il s'en fout de tout ça. Il s'en fout de tout ça. De tout ce qu'on lui reproche, lui, il s'en fout. Est-ce que vous savez que quand ce monsieur est venu à Lubumbashi, il a injurié, il a dit n'importe quoi. Parce que c'est là où il a dit, qui est celui-là qui pourrait m'interdire moi? D'ailleurs, je peux vous mettre ce discours-là. Vous allez regretter. Vous n'allez pas apprécier, ce n'est pas vraiment un discours du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas comme prérogative de menacer ses propres citoyens. Quand il dit déjà, qui est celui-là qui peut m'interdire moi à faire ce que je veux? Ça veut dire quoi? Non. Entre toi et la population, il y a un mécanisme précis qui te permet de faire ce que tu dois faire. Ce mécanisme, c'est la Constitution. Lisez bien l'article 69, c'est là où on trouve les prérogatives du chef de l'État. Donc il est le garant du bon fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. Il doit diriger notre armée maintenant pour libérer Bunagana, libérer Goma. Mais il ne le fait pas. Il est le garant de l'intégrité territoriale. On ne devrait pas violer notre indépendance, notre territoire, si ce garant faisait bien son travail. Mais il n'a pas fait son travail. C'est pour cela qu'on arrive aujourd'hui. Notre sécurité n'est plus garantie. Vous comprenez? Alors, chers compatriotes, par ici termine notre premier numéro de ce direct. Et nous passons au deuxième numéro de notre direct de ce soir. Le deuxième numéro de notre direct de ce soir, nous avons l'honneur d'analyser avec vous et de vous présenter les vrais enjeux de cette guerre de l'Est. Nous avons tous suivi. La République démocratique du Congo, pour votre information, a été envahie en novembre 2021. Pendant que Bunagana était envahi, mais Félix Tshisekedi et son gouvernement n'ont jamais pris de décisions adéquates pour terminer cette guerre. Nous avons vu qu'il avait décrété l'état d'urgence dans cette zone de notre pays, qui dure maintenant presque 4 ans. Mais cet état d'urgence n'a pas éradiqué le groupe rebelle, n'a pas affaibli le M23, a plutôt favorisé que le M23 avance. Vous allez comprendre ici que le M23 a avancé, a gagné des territoires pendant que tous ces territoires-là étaient sous état d'urgence. Alors, quel est les points faibles de cette armée? Les points faibles, c'est ce que nous venons de voir dans la première partie. Il y a vraiment la corruption, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'infiltration. C'est vrai, il y en a, parce qu'il y a beaucoup de traîtres. On a vu dernièrement comment on a arrêté un major qui a même avalé les SIM de Rwanda, parce qu'avec cette carte SIM-là, il communique avec nos ennemis. Chers compatriotes, l'air est grave. C'est pour cela, dans cette histoire, moi je dis souvent que dans notre constitution, on a confié la charge à un sentinelle. C'est celui-là qu'on appelle le chef de l'État. Ce n'est pas pour rien qu'on lui appelle chef de l'État. Parce que je l'ai toujours dit, la République, c'est nous le peuple. L'État, c'est nous le peuple. Mais maintenant, nous le peuple, on ne veut pas généraliser les responsabilités. Mais on veut confier la responsabilité à une seule personne qui puisse assurer la coordination de tous les pouvoirs publics. C'est lui-là qu'on appelle chef de l'État. C'est-à-dire, il est le chef des institutions, il est le chef des pouvoirs publics. Voilà. Alors, le chef des pouvoirs publics, le chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, c'est lui qui devait jouer le premier rôle dans tout ce qui est défense et la sécurité du pays. C'est lui qui devait harmoniser tout point de vue, défendre les intérêts de la nation. C'est ça le serment qu'il a géré. Mais si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas fait ces devoirs-là. Mais qu'est-ce que lui, il a fait? C'est ça qui fait, ça fait même partie des enjeux de cette guerre. Cette guerre, les ennemis, ils ont pris ça au sérieux. Mais sauf que lui, il n'avait pas pris ça au sérieux au départ.
Bunagana était occupé, lui il continuait de voyages, il continuait le discours de la haine, il continuait à défier tout le monde. Nous étions en 2023 lorsqu'il avait dit qui c'est à partir de Goma, donc au bombardé qui Galewan. Nous étions en 2023. Mais ça, je l'ai dit dans mon live direct parce que Kagame, c'est un militaire, il est bien formé. Quand vous regardez Félix, quand vous regardez Kagame, qui peut menacer l'autre? Entre vous, réfléchissez un peu. Entre un militaire et un civil, dans un cas vivac. Nani a menacer mon Est-ce que toi, tu peux avoir un ami, même à Kolana You, il est militaire, est-ce que tu peux le menacer? Donc déjà, il y a beaucoup de légèreté dans le langage de notre chef. Ça conduit à beaucoup d'escalades. Parce que quand Kagame essaie d'exprimer, il dit, lorsque vous regardez un chef qui dit n'importe quoi, il faut comprendre que c'est un idiot. C'est vrai, ça a choqué notre chef. Vous ne pouvez pas l'appeler idiot par son collègue. Mais quand vous prenez en comparaison de ce qu'il pose comme acte, de ce qu'il dit, vraiment, il ne devrait pas dire ça. C'est seulement les pays qui sont puissants qui peuvent dire ça. Nous n'avons pas cette puissance-là pour menacer les autres. Déjà, nous sommes incapables de sécuriser notre propre territoire. Regardez, les Koulouna, ils sont à Kin. Les Koulouna tirent les gens à Kin. Le gouvernement est incapable de sécuriser d'abord la population de Kinshasa. Mais comment il va nous sécuriser à la partie Est, où nous sommes presque voisins avec le Rwanda? Voisins avec un voisin qui est beaucoup plus malin que nous. Je ne dis pas qu'ils sont plus intelligents, mais plus malins. Je crois que vous comprenez la différence des mots que je suis en train de placer. Je suis en train de décrire ici les dessous des cartes de cette guerre. Toutes les escalades ont commencé par les jets des mots. Tout ce que vous posez comme acte en tant que chef de l'État, cela est interprété pas avec légèreté, cela est interprété avec beaucoup d'attention. Parce que quand Félix Tshisekedi parle, c'est les Congo qui parlent. Quand il menace, c'est les Congo qui menacent. Lui, il n'a pas compris ce langage. Il n'a pas compris la différence entre l'ARI et les institutions de l'État à l'Union africaine ou au Palais de la Nation. Alors, nos ennemis, ils ont pris ça au sérieux, ils ont analysé. Et lui, sur les plateaux de télévision, il n'a même pas hésité de dire que ne craignez pas, nos chers compatriotes, nous avons les capacités de détruire l'ennemi. C'est vrai, même si nous en avons, il faudrait qu'on en parle avec beaucoup de sagesse et beaucoup de prudence. Les liens n'étaient pas appropriés. Lui, il croyait que pour gagner la guerre, il faut parler. Non. Mais maintenant, Kagame, qu'est-ce qu'il a fait? Kagame a eu beaucoup de menaces. Il a compris que non, il faut aller trouver ces messieurs. Il faut que je puisse comprendre ses capacités de défense. Ces capacités dont il parlait, il peut me frapper à partir de Goma. Donc, certainement, à Goma, il y a quelque chose qui peut me frapper à tout moment. Vous comprenez ici? Je vous ramène dans l'idée où vous êtes menacé. Je ne sais pas si vous ferez la même chose ou pas, mais au moins, vous n'allez plus dormir à l'aise. En tant que militaire, c'est lui qui a été chef de renseignement du service de renseignement de Ouganda. Pendant longtemps, Kagame a été chef de renseignement. Donc, dans les renseignements, il a appris beaucoup de choses qu'il a peut-être appliquées pour connaître la réalité sur cette situation, sur les menaces dont M. Tshisekedi parlait. Déjà, nous voyons comment lui, il perd ses militaires. Déjà, ils n'ont pas un bon salaire. Raison pour laquelle d'autres militaires qu'on voit qui sont pris par l'ennemi, peut-être on leur gagne par l'argent. D'autres on leur gagne, je ne sais pas par quelle manière, mais en tout cas, l'argent serait aussi au centre de tout ça. Parce qu'il y a des gens, quand on leur donne 1 million là-bas, avec les 90 $ qu'on les paye, et 1 million, comparé un peu, est-ce qu'il y a match? Non, il n'y en a pas. Donc, ils vont livrer toutes les informations nécessaires pour que l'ennemi puisse nous atteindre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Goma? Félix Tshisekedi a concentré toutes ses forces sur la vie de Goma. Si vous regardez même ces interviews, il y a même une interview, moi j'en ai, en 2022, il dit Goma ne tombera pas. Jamais ça, je vous l'assure. Et je vous l'assure aussi, il a pris beaucoup de dispositions pour protéger Goma. C'est à Goma où il a décaissé 430 millions pour que les mercenaires restent à Goma et défendent Goma à tout prix. Du bec au ongle. C'est pour cela les 430 millions, c'était pour les mercenaires qu'ils puissent défendre Goma. 2500. Mais John Ntumba va recruter que 250. Déjà, il réduit les capacités des ressources humaines pour la défense de la vie de Goma. C'est là les estimations de Félix Tshisekedi. Quand vous regardez John Ntumba, ici on a dit dans la première partie qu'il est impliqué dans les corruptions. Il serait en connivence avec les ennemis. Rappelez-vous, vous allez trouver ça beaucoup trop léger. Mais moi, je considère tout ce qui est pertinent. Et je vous fais réfléchir par rapport à ça. Maintenant, il avait fait une déclaration, il dit, nous sommes partout, même à Kinshasa, nous sommes dans les institutions, nous sommes au gouvernement, nous sommes jusqu'au palais du président. Regardez aujourd'hui, on se rend compte que John Ntumba a menti le président. On se rend compte que John Ntumba, c'est lui qui est le chef des maisons militaires, c'est lui qui donne les ordres aux militaires. Lorsqu'on appelle le chef de l'État, voilà telle position, qu'est-ce que nous devons faire? C'est lui qui dit non, retourner. Repli stratégique. C'est lui qui dit non, attaquer. C'est celui-là même qui serait, je ne dis pas qu'il est en connivence, on soupçonne qu'il serait en connivence avec nos ennemis. Alors,
On a vu Goma, malgré tous les moyens que Félix Tshisekedi avait mis en place pour défendre Goma, on a vu Goma a tombé. Alors, qu'est-ce qui a fait que Goma tombe? C'est ce que j'ai dit. Nos ennemis, ils ont eu des menaces verbales. Et ces menaces ont continué quand Félix a insisté de manière impérative de changer la constitution. Que c'est ça qui va lui permettre de défendre le pays, chers compatriotes. Dans quel pays vous avez vu que le pays est en danger et que pour le défendre, il faut changer la constitution? Ça n'existe pas. Déjà en Ukraine, nous avons la jurisprudence. À l'Ukraine, ils n'ont pas changé la constitution. En Palestine, c'est la même chose, ils n'ont pas changé la constitution. Donc les raisons pour lesquelles Félix Tshisekedi voulait changer la constitution, ça reste flou. Et ces raisons-là, c'est personnel à lui-même et l'IDPS. Il n'y a aucun intérêt des peuples congolais dedans. Mais à Lubumbashi, il va dire encore, il va placer beaucoup de mots qui ont vraiment une censure des propagations de faux bruits. Je peux considérer ça comme ça. Quels sont ces mots? Il dit ceci. Personne, je dis bien entendu, personne, chers compatriotes, ne m'empêchera de faire ce que je veux. Donc, quand il a décidé à changer la constitution, personne ne peut lui empêcher de le changer. Parce que c'est là où il va poser la question, qui c'est lui-là qui peut m'en empêcher? Mais il a rassuré encore personne, lui-même, personne. Il oublie une chose, nous sommes 110 millions de Congolais, nous avons aussi 110 millions de pensées différentes. Tu ne sais pas les pensées de tout un chacun, tu ne sais pas les relations de tout un chacun, tu ne sais pas les moyens de nuisance de tout un chacun. Beaucoup de gens que lui a qualifiés opposés à Nzala, opposés à Pété. Est-ce que ces gens-là, quand vous les regardez, est-ce qu'ils vont opposer à Nzala? Quand vous regardez Kabila, est-ce qu'ils vont opposer à Nzala? Est-ce qu'ils vont opposer à Pété? Quand vous regardez Moïse Katoumi, est-ce qu'ils vont opposer à Nzala? Est-ce qu'ils vont opposer à Pété? Nazo qui est dans la logique et Malubanaï. Quand vous regardez Matata Mponi, est-ce qu'ils vont opposer à Nzala? Est-ce qu'ils vont opposer à Pété? Je suis en train de vous amener les vrais enjeux de cette guerre, les raisons qui ont poussé l'ennemi à comme un point où il y a asphyxier le pays. Parce qu'aujourd'hui, le Congo est humilié. Si vous ne les voyez pas que le Congo est humilié, sachez-le de manière officielle que le Congo est humilié. Nous avons porté notre voix sur l'échiquier mondial pour réclamer réparation d'abattoirs au cause bissou. Mais notre voix n'a pas été entendue. Raison pour laquelle il n'y a aucune sanction contre le Rwanda. Mais pourquoi on ne sanctionne pas? C'est là où je vais atterrir dans les sous-bassements, les vrais dessous des cartes. Alors, dans les dessous des cartes de cette guerre, lorsque Goma tombe, nous avons vu 14 soldats sud-africains vont mourir dans cette bataille de Goma. Les mercenaires, ils ont fui le front. Mais les soldats sud-africains n'ont pas fui au front. Nos FARDC, les généraux, les officiers, ils ont fui le front. Mais les soldats sud-africains, ils sont restés au front. Chers compatriotes, soyez très attentifs ici, parce que c'est là où se trouve la base des vrais enjeux de cette guerre. Posez-vous des questions. Pour quelle raison l'Afrique du Sud va rester au front et combattre plus que les fils du pays? Les généraux, comme je l'ai dit, ils sont déjà corrompus. Et ils ont dit, bon, ça va, ce qui va arriver comme en haut, Bisototikia. Mais ils vont combattre jusqu'à sacrifice suprême. Ils ont perdu 14 soldats. Et Ramaphosa va hausser les tons. Parce que sa force, elle est venue dans le cadre de la force de la SADC. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une bataille à distance entre SADC et EAC. Nous avons vu en 2022, jusqu'à 2023 j'espère, la force de EAC était venue pour nous aider à l'Est. Mais nous avons tous vu comment ça a dégénéré et comment la RDC a fini par les chasser. Nous avons chassé les forces de la EAC qui sont venues nous aider. Est-ce qu'ils n'ont pas fait leur travail? Ça, c'est Félix Tshisekedi qui a évalué ça. Moi, j'ai constaté que les buts pour lesquels ils étaient venus, ils n'ont pas atteint l'objectif et que la mission a été interrompue. Alors, ils sont partis, ils sont rentrés. Tshisekedi, après, il fait venir la force de la SADC. Qu'est-ce que la SADC va faire maintenant? La SADC va chercher à se venger. La SADC va chercher à se venger. C'est ce que nous avons vu. Quand la SADC va se venger, l'Afrique du Sud ne va pas jouer au jeu de politique pour dire que non, cette guerre, si on va attaquer, on va libérer, faire repli stratégique. Non. L'Afrique du Sud va se battre comme un seul homme, veut défendre cette population de Goma, veut défendre ces territoires de la République qui sont menacés. Alors, la EAC, les Rwandais et tous ceux qui sont derrière les Rwandais vont décider, vont dire non, il faut aller jusqu'au bout, il faut les asphyxier, il faut les attaquer, il faut les tuer, il faut récupérer Goma. Goma va tomber à tout prix, malgré ce que le soutien de l'Afrique du Sud a apporté au Congo. Et Goma, quand Goma tombe, tout le monde prend conscience que nous avons aussi des faiblesses. Et que les faiblesses sont énormes. Toute la débandade qui s'est faite dans la ville de Goma, toutes les réalités qui ont conduit que la ville tombe,
toutes les forces que nous avions concentrées, qui n'ont pas réagi, on commence à faire une analyse, on fait une comptabilité de nos morts, on comprend ici que nous avons échoué sur beaucoup de choses. Mais il y a des causes profondes qui ont permis qu'on échoue. Entre autres, des causes comme la corruption de nos militaires qui sont corrompus, les officiers, mais aussi nos militaires qui n'avaient pas le même moral avec toutes les forces qui se battent avec eux. Parce que nous avons de l'autre côté les FARDC, comme je l'ai dit, qui sont payés 90 euros, 80 euros, 75 euros. Mais il y a aussi de l'autre côté les mercenaires qui sont payés 10 000 $. De l'autre côté, il y a aussi les Wazalendo. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont payés ou pas? Je ne sais pas. On les paye combien? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'ils gagnent pour venir combattre? Je ne sais pas aussi. Voilà beaucoup d'autres questions que ce gouvernement devrait nous éclaircir. Peut-être que ce sont des questions stratégiques qui concernent la défense du pays. Ils ne vont pas certainement les donner, mais nous avons le devoir d'analyser. Pourquoi nous analysons? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des vrais dessous des cartes. Maintenant, les fratricides, ils rentrent avec leurs soldats qui sont morts, ils font les deuils, il y a vraiment un tollé dans leur parlement, on fait venir les ministres de la Défense, jusqu'à dire ce qu'ils ont dit, qu'ils puissent s'expliquer comment les soldats sud-africains sont venus mourir dans cette guerre. C'est là où on va écouter le ministre de la Défense déclarer qu'il ne va pas abandonner la République démocratique du Congo. Le dessous des cartes, c'est quoi? C'est parce que l'Afrique du Sud, il faut savoir, après tout ce qui s'est passé, des altercations entre Ramaphosa et Kagame, Donald Trump va sanctionner l'Afrique du Sud en lui coupant des aides, en lui coupant je ne sais pas quelle aide précisément, et l'Afrique du Sud va répondre qu'ils ne vont pas céder. Qu'est-ce qui se cache derrière l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qui se cache derrière le Rwanda? Alors, lorsque vous regardez la RDC, vous regardez le Rwanda, ils ont les mêmes partenaires. C'est la scène mondiale. Mais sauf que, de notre côté, nous avons une diplomatie faible. Nous n'avons pas les mêmes avantages. Le soutien que notre voisin a, nous ne l'avons pas. Pourquoi? Ça, c'est Félix Tshisekedi qui devait répondre. C'est parce que notre diplomatie est faible, et je l'ai déjà dit. C'est parce que notre politique étrangère, elle est faible. C'est parce que les partenaires qui sont en face de nous, ils savent que nous sommes corrompus. Nos institutions sont corrompues. Quand ils mettent l'argent, et l'argent est détourné. Vous imaginez? Au Rwanda, là-bas, lorsqu'ils financent, l'argent va servir sur l'objectif sur lequel l'argent a été financé. Mais lorsqu'on finance ici en RDC, l'argent disparaît. Il n'y aura personne qui sera coupable, même si l'argent disparaît. L'argent ne fait pas le travail pour lequel il a été décaissé. C'est ça qui pousse les partenaires de ne pas nous faire confiance. Même on peut crier partout, venez investir, venez investir. On va investir comment dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure? Vous n'avez pas construit les routes. Tout l'argent qu'on met pour construire les routes, on détourne ça. Vous comprenez? Alors voilà pour laquelle vous allez voir, Trump ne sera pas en bon terme avec Ramaphosa, parce que Ramaphosa nous soutient dans cette guerre. Mais il soutient qui réellement? Il soutient Tshisekedi, qui a commis beaucoup de fautes. Il soutient Tshisekedi, qui est vomi par les instances de la sous-région. Quand vous regardez même de la SADC, les voix sont divisées. Ce n'est pas tout le monde qui soutient la République démocratique du Congo. Parce que le président a commis trop de fautes. Il y a beaucoup de choses à résoudre là-bas. Le Rwanda craint que ceux qui ont fui les événements de 1994 au Rwanda, les génocidaires, puissent retourner en force et attaquer le Rwanda. Mais en même temps, nous sommes en train de faire des discours de la haine de l'autre côté. C'est comme si quelque part nous sommes en train de soutenir les autres qui sont des ennemis du Rwanda. Et le Rwanda trouve ça comme un danger. Pour neutraliser ces gens-là, ils doivent traverser la frontière, venir faire ce qu'ils ont fait. Mais ce n'est pas tout. Ils sont accompagnés de nos frères que nous voyons maintenant, les Nanga, les Berthe Bissimo, ce sont des Congolais. Même si les autres, on ne connaît pas les nationalités, mais ces deux-là que j'ai cités sont des Congolais. Oulingo il y a même une casquette, il a été membre de l'UDPS. Ici, on comprend que nous sommes trahis par nos propres frères. C'est ça maintenant notre point faible. Parce que s'il y avait seulement l'ennemi, nos frères ne sont pas dedans, là on dirait que nous sommes attaqués seulement par l'ennemi. Mais seulement l'ennemi est en complicité avec nos frères. Et nos frères vont brandir des revendications pour eux qui seront considérées comme des revendications illégitimes qui motivent la guerre. Et d'ailleurs, Nanga, quand il fait des nominations du nouveau gouverneur, il se réfère à l'article 64, alinéa 1. C'est quoi la quintessence de cet alinéa, de cet article? Donc cet article se dispose que tout Congolais a le devoir de s'opposer à un gouvernement qui prend le pouvoir par force ou qui l'exerce en violation de la présente Constitution.